Eh bien, bonjour tout le monde. On va démarrer tout doucement. Les dernières personnes vont se rejoindre petit à petit. Bienvenue pour cette troisième édition du webinaire des Midis du collectif, organisé donc par le collectif SI médico-social de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, Aujourd'hui, on va traiter de la question du dossier usager informatisé, du DUI. Je vous présenterai nos intervenants dans quelques instants. Enfin, ils vont même se présenter eux-mêmes d'ailleurs. Juste avant ça, je voudrais juste vous faire quelques petits rappels succincts que vous connaissez tous très bien. Mais tout de même, vous avez pour l'instant les micros coupés. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Le temps de la présentation. En fin de webinaire, on gardera un temps, comme sur les 2 premières éditions, pour pouvoir poser des questions et interagir. Donc on réouvrira les micros à ce moment-là. Vous pourrez appuyer, vous aurez un petit icône sur le haut de l'écran pour lever la main et poser vos questions à l'oral. Sinon, à partir de maintenant et également en fin de rencontre, vous aurez aussi la possibilité d'interagir et de poser des questions à travers le chat. Donc vous avez une petite bulle conversation avec les tirets dessus, les tirets dedans, pardon. En cliquant dessus, vous aurez accès au module de conversation et vous pourrez nous poser des questions directement par écrit. Voilà. On voulait également vous informer que la session est enregistrée. Elle sera disponible sur le site de l'ARS une fois retraitée. Et donc pour vous présenter aujourd'hui la question du dossier usager informatisé, on a la chance d'accueillir 2 intervenants. Tout d'abord, Anne, peut-être de la NAP. Bonjour. Bonjour, Anne Cazenave de la NAP. J'appartiens au pôle numérique de la NAP et on m'a demandé de relever un défi ce matin, enfin à midi. C'est ça, de parler d'un sujet qui peut être très long en très peu de temps. Voilà. On accueille également Olivier Parège, qui est DSI et qui pourra nous faire un retour d'expérience tout à l'heure. Oui, bonjour à tous. Donc Olivier Parège, le DSI d'Itinova. Et moi, en effet, je vous ferai un petit rétex un peu rapide et on répondra aux questions à l'issue sur le déploiement du DUI chez nous. Donc voilà, pendant les interventions, n'hésitez pas éventuellement sur le chat à poser vos questions. Et comme on a un temps qui est assez limité, je vous propose qu'on démarre tout de suite. Donc je vais passer la parole à Anne. Oui, bonjour à tous. Je vais essayer en quelques minutes, pour laisser la parole au grand témoin qui est là aujourd'hui, de vous expliquer de manière alors assez rapide. Je pense que la présentation sera disponible, comme ça vous pourriez revenir et je vais essayer de vous partager également les liens des supports sur lesquels je vais m'appuyer là pour ma présentation dans la conversation pour que vous puissiez les avoir. Alors, je suis pas dit que je vais arriver à tout faire en même temps, mais en tous les cas, je vais vous les partager. 1re étape, ce que je voudrais vous présenter rapidement aussi, c'est que vous puissiez comprendre, ce qu'est un dossier usager informatisé et les enjeux qui sont associés à la démarche justement de déploiement et on va venir sur, présenter aussi rapidement les grandes étapes et à l'intérieur de ces étapes-là, on va voir les enjeux de gouvernance et les facteurs clés de succès. Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? Donc la première étape, le DUI, de quoi parle-t-on? On fait un constat, hein, dans le secteur, c'est que, le papier est encore très répandu, peut-être trop répandu, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Ça complique le partage d'informations et le suivi des parcours des personnes, qui sont prises en charge et qui sont accompagnées. On part d'un constat. Pourquoi est-ce qu'il faut numériser le dossier usager? Je pense qu'on va aller rapidement, hein, là-dessus. C'est que, pour à plusieurs niveaux, hein, avec plusieurs thématiques autour de ça. Pour la personne accompagnée, c'est la positionner au cœur des parcours, c'est lutter contre l'isolement et faciliter les démarches, pour les bénéficiaires. Pour les professionnels, c'est fluidifier les échanges et les transmissions d'informations, évaluer aussi les besoins des personnes, notamment une meilleure connaissance, des antécédents. Pour les établissements et services, médico-sociaux, donc c'est faciliter la prise en charge, on l'a vu, hein, la qualité, de la prise en charge. Faciliter aussi le quotidien des professionnels et on a toujours cette thématique du partage, d'améliorer le partage en interne de l'information et la coopération s'en trouve facilitée. Et 4e axe sur le système de santé, donc c'est faciliter les démarches administratives, permettre la collecte d'informations, une meilleure compréhension des bénéficiaires, une amélioration de l'accompagnement et une meilleure gestion du système de santé in fine.
Allons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le dossier usager informatisé? Le DUI, c'est un logiciel. Il permet de gérer les dossiers des personnes accompagnées. C'est un outil. 3 logiques et attentes sont complémentaires. Une exigence d'articulation et de complémentarité des interventions, de coordination des activités, de coopération et de cohésion entre intervenants. Ça fait beaucoup de co, mais l'idée, c'est quand même de travailler ensemble, de coopérer, d'améliorer cette activité qui est commune autour de la personne accompagnée. Deuxième axe, on a une exigence d'objectivation, de permanence et de continuité des interventions. Ça fait écho avec la slide précédente, hein. On a vu pour les quatre axes sur lesquels c'était présenté, en fonction de là où on se positionne, on est vraiment dans cette démarche-là d'objectiver, d'avoir cette continuité, cette permanence aussi d'accompagnement. Et dernier axe, l'exigence de conservation des informations, alors qui pèse bien sûr sur les structures. On doit conserver dans la durée, d'une bonne qualité aussi, hein, les informations pour qu'elles soient utilisées par les professionnels pour une bonne prise en charge, une meilleure prise en charge des personnes et des parcours, des personnes accompagnées. Autre élément, je vais essayer de vous partager dans la conversation. Donc, ce logiciel-là va comporter, ce logiciel de DUI, un ensemble de fonctions qui vont soutenir les professionnels dans l'accompagnement des usagers. Alors, ça se base sur la cartographie. Vous avez la petite photo, la cartographie fonctionnelle du SI médico-social de l'ANAP. On va retrouver au centre de cette cartographie tout ce qui est du domaine, voilà, du DUI, du cœur de l'activité. On va avoir 7 briques. Donc, on va avoir l'instruction d'admission, on va avoir la gestion administrative, l'accompagnement de l'usager, le soin de l'usager, la gestion du circuit du médicament, la coordination interne et externe et la gestion de la relation usager. Je vous invite vraiment à la consulter donc, sur ce cœur de métier, mais aussi sur tout ce qu'il y a autour, hein, qui constitue le SI des structures des OG médico-sociaux. Et vous allez retrouver ici vraiment le détail des briques fonctionnelles pour retrouver justement la couverture des besoins des professionnels pour qu'ils puissent travailler, accompagner au quotidien les personnes accompagnées, les personnes accueillies. La diapo suivante. Merci. Le DUI, il faut savoir qu'il s'inscrit aussi dans un écosystème. D'un écosystème de systèmes d'information. Donc, un peu sur la droite au milieu, là, on a donc 2 petits personnages. Donc, on a le SMS. Donc on a cet établissement-là là, qui est englobé avec des relations avec le département, la région et des acteurs institutionnels qui sont positionnés. Donc on a MDPH. Alors vous allez, je pense, retrouver des mots que vous connaissez très bien, les ARS, les grades, je crois qu'ils sont autour de la table aussi, enfin on a le grade qui est présent également. Les autres établissements de santé et les autres professionnels qui sont aussi équipés d'outils, alors outils de coordination sur un territoire, mais aussi de leur outil métier. Donc on parle de logiciels de gestion de cabinet, de DPI. On parle aussi des référentiels et outils socles, donc plutôt des outils, des services, pardon, la messagerie sécurité de santé, le DMP et de l'outil DLU, dossier de liaison d'urgence, qui permet d'échanger de l'information. On a aussi, voilà, quand on élargit aussi, on a le national et on a même l'Europe ici. Donc, je ne vous fais pas le détail, mais voilà, c'est inscrit dans tous ces éléments-là et bien sûr avec le projet SMS numérique. Et on sent bien qu'on voilà, on s'inscrit aussi dans cette démarche-là qui n'est pas au cœur, bien sûr, le DUI, l'établissement, mais inscrit vraiment dans une logique beaucoup plus large du système d'information, dans un écosystème. Venons au vif du sujet, sur la mise en place d'un DUI, quelles sont les étapes du projet et sa gouvernance? Alors, on a les grandes étapes du projet. Je vous propose qu'on aille sur la diapo suivante, comme ça je vous présente les étapes et ensuite les objectifs de chacune des étapes. Donc, on a séquencé le déploiement en 6 grandes étapes. La première étape est la définition de la stratégie. L'idée là, l'objectif, c'est de soutenir la réalisation de la stratégie qui a été posée justement pour le déploiement de cet outil. L'idée aussi, c'est d'identifier les besoins métiers et les besoins SI qui sont associés à la démarche. Il ne s'agit pas que d'installer le DUI, il s'agit d'installer aussi des ordinateurs qui vont permettre d'accéder, etc., etc. Sur la deuxième étape, on va être sur le choix de la solution. L'idée, l'objectif, c'est d'embarquer, de fédérer les professionnels autour du projet. C'est essentiel. C'est eux qui vont utiliser l'outil. Il faut les embarquer dès à présent sur le choix de la solution, enfin, essayer de les embarquer au maximum. L'idée, c'est de faire un choix qui soit collectif et qui soit lucide sur la solution qui est retenue. Et ce choix-là se fait de manière collective, ensemble. Voilà. Alors, après, il y a plein d'idées, peut-être plein de choses à mettre en œuvre par rapport à ça, mais voilà, l'idée, c'est de les embarquer et de faire un choix qui soit lucide avec eux.
Troisième étape, qui est le cadrage du projet. L'idée, c'est de s'accorder, alors ça, c'est rien d'exceptionnel, hein, sur les objectifs du projet, sa gouvernance, son calendrier et la méthodologie qui va être retenue et de mettre en face, bien sûr, des moyens à mobiliser. Quatrième étape, qui est la réalisation du projet. L'idée, c'est de mettre une solution qui soit adaptée. Si le travail a bien été fait en amont, normalement, on doit pouvoir atterrir là-dessus en tous les cas et montrer rapidement les premiers résultats. Cinquième étape qui est l'accompagnement des premiers usages. Alors il faut apporter, une aide, très concrète, très opérationnelle aux professionnels qui vont être, sur un changement d'habitude, hein, et des choses qui soient adaptées, des guides, des accompagnements terrain, des formations et cetera et cetera. Et la dernière étape auquel on ne pense pas assez souvent, c'est l'accompagnement qui soit dans la durée, donc développement durable des usages. Cette sixième étape est intitulée comme ça. C'est dresser régulièrement des bilans et surtout prévoir qu'il faut le faire sur la durée, cet accompagnement, ce développement des usages. Ça ne s'arrête pas au déploiement, il faut que ça se poursuive ensuite. Alors, je vais assez rapidement là-dessus, hein, sur le pilotage, pour laisser la place, hein, au témoignage. Mais voilà, il faut qu'il y ait un pilotage qui soit à 2 niveaux, le pilotage qui soit stratégique, qui va prendre des décisions, qui va structurer, qui va arbitrer, qui est bien organisé dans un contexte multi-OG, justement, que tout le monde soit bien représenté, que voilà, les décisions soient prises en concertation avec l'ensemble. Et un pilotage qui est plus opérationnel, où là, on va être sur la supervision rapprochée, rythmée, pour justement pouvoir bien appréhender toutes les difficultés qui peuvent se présenter de manière très opérationnelle dans le quotidien des professionnels et pouvoir y répondre. Je veux bien la diapo suivante. On va avancer directement. Je vais, voilà, les acteurs clés, hein, vous les avez vus. Donc on a le directeur, on a le chef de projet multi-OG, et le référent DUI qui vont chacun de leur fenêtre, enfin de leur position, accompagner le déploiement du projet. Bon, le directeur, on imagine bien, hein, qui va piloter, qui va être, épaulé par le chef de projet DUI dans les établissements et les OG, et le référent qui va être vraiment le premier interlocuteur, la référence dans les établissements. L'idée, vous avez vu, c'est un cercle entre les 3, c'est que l'information, elle circule bien entre eux, que chacun ait sa position. Je vous laisserai, consulter plus longuement la slide, mais voilà, le pilotage, les choses sont bien fléchées sur la diapo. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur celle-ci. Juste, je vais conclure sûrement sur les points clés à retenir sur chaque étape qu'on a balayé rapidement. Les points clés, les facteurs de succès sur la première étape, sur la définition de la stratégie, l'idée, c'est vraiment d'acculturer les professionnels. C'est ça qui fait qu'on va bien planter le décor et on va être en mesure après de poursuivre ce projet sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Le deuxième point sur le choix de la solution, il faut être réaliste. Tout n'est pas possible dans l'outil. L'outil parfait pour tout le monde qui convient à chacun, il n'existe pas, ou alors si vous le trouvez, tant mieux. Mais en tous les cas, voilà, il faut être réaliste dans la démarche qui est proposée. Il faut être vigilant aussi sur l'écart qu'il peut y avoir entre le discours de l'éditeur ou des éditeurs et la réalité pratique sur le terrain. Donc voilà, il faut garder les pieds sur terre et la tête froide. Troisième étape, sur le cadrage du projet, on reviendra, voilà, mais ça, on martèle à la nappe, hein, vous le savez, la gouvernance, la méthodologie et les moyens à mettre en place pour le projet. Sur la réalisation du projet, il faut savoir prioriser et éviter l'effet de tunnel. Savoir se dire ce qui ne va pas et trouver ensemble collectivement des solutions. On a vu, hein, sur le pilotage opérationnel, le pilotage stratégique, et on a ce trio-là qu'on a vu dans la dernière slide, précédente slide. L'idée, c'est que voilà, l'information circule et on trouve ensemble des solutions, de sa fenêtre, de sa proposition que l'on peut avoir par rapport à sa position, par rapport à ses connaissances du terrain et des situations. Sur l'accompagnement des premiers usages, l'idée, c'est de lancer tôt les actions d'accompagnement au changement. On ne dira jamais assez, voilà, il faut accompagner les professionnels sur cette question-là et lancer assez tôt, très tôt, de la communication et de l'accompagnement. Dernier point sur cette 5e étape, l'idée, c'est d'identifier les relais de déploiement, les référents. On a vu, hein, la place du référent dans la diapo précédente, les identifier, les valoriser, leur donner parfois du temps, hein, enfin même c'est sûr, pas parfois, mais leur donner la possibilité d'aider, du temps, etc. Et dernière étape, sur la 6e, sur le développement des usages de manière durable, il faut, alors, c'est marqué, hein, dans la durée, il faut accompagner, les changements de version, les nouveautés, les nouvelles fonctionnalités, et cetera, et cetera.
il faut pouvoir être, en capacité de soutenir, d'accompagner, d'aider, de répondre, aux difficultés, qui peuvent se présenter. Parfait. Merci beaucoup Anne. Effectivement, mission, remplie sur le timing. Avant d'aller, un petit peu plus dans le détail et échanger si vous avez, notamment des questions et cetera, on va écouter Olivier Parège donc de d'Itinova, qui va, pouvoir nous faire un petit, retour d'expérience, un peu concret sur les mises en place de projets de DUI. Olivier, je Oui, te laisse ok. la main. Ouais, je vais essayer de faire concis et rapide. Donc, juste pour remettre dans le contexte, donc nous, Itinova, donc on est un groupe médico-social de 76 établissements répartis sur une bonne partie de la France. On a 6 pôles, hein, sanitaire, personnes âgées, protection de l'enfance, etc. Donc là, je vais vous parler un petit peu plus du rétex sur le déploiement du DUI qu'on a fait sur notre pôle personnes âgées, c'est-à-dire 25 établissements. En l'occurrence, le choix qui s'est fait, c'est sur la solution NetSoin, hein, de Teranga. Donc ce projet, en fait, a été initié, enfin, le démarrage du projet s'est fait en mars 2022 et on vient quasiment là, juste il y a 2-3 mois, de terminer le déploiement sur l'ensemble des établissements. On a choisi de faire ce projet en 3 phases. Une première phase qui était vraiment le cœur du métier, hein, comme le disait Anne tout à l'heure, on ne peut pas tout faire tout en même temps, ça ne marchera pas. Donc il faut pas hésiter à sectionner en plusieurs parties. Et on va enchaîner derrière sur une deuxième phase qui est de la partie facturation, hein, dans cette même solution, avec un autre aspect qui est la mise en conformité suite au projet SMS numérique et donc le déploiement des outils socles. INSI, DMP, MSS. On a choisi de faire ça dans un second temps parce que ça changeait quand même déjà pas mal les habitudes de travail, le fait de déployer un outil. Alors, on va pas rentrer dans le détail sur toutes les phases du déploiement d'un outil, c'est quand même assez lourd et on pourra en parler pendant des heures. Je voulais juste faire quelques petits focus sur ce qui est indispensable et les points de vigilance, hein, lorsque vous déployez un outil. Donc nous, ce qui nous a semblé indispensable, c'est en effet de bien cadrer le projet dès le début, donc de ne pas hésiter, même si c'est un peu académique, de faire une fiche de projet complète avec constitution de l'équipe. Vous allez être multi-établissement ou pas, en tout cas, il va y avoir des acteurs de différentes régions, de différents métiers, donc de bien être clair sur la constitution de l'équipe dès le début, qui sera l'équipe projet, et que ces personnes-là soient en capacité de suivre le projet sur toute la durée du projet, pour pas qu'il y ait de changement. Ce qui me semblait aussi indispensable à dire, c'est qu'il faut forcément, pour nous, moi j'ai 2 chefs de projet. Un chef de projet métier, hein, qui va savoir parler du métier, et un chef de projet SI. La direction des systèmes d'information n'est pas en capacité de porter ce genre de projet tout seul. Il y a besoin de questions métiers, de paramétrage métier, de trancher sur des choix. Donc c'est un choix qui doit se faire à 2. Et ce qui nous a semblé important, c'est de fonctionner avec des établissements pilotes, de ne pas démarrer tous vos établissements en même temps, de choisir un groupe d'établissements pilotes avec des directeurs peut-être un peu plus porteurs avant d'enchaîner sur une généralisation. Important sur le suivi aussi, de mettre en place un club utilisateur. Ça permet après aux utilisateurs, au quotidien, de se réunir de temps en temps, de discuter de leurs problématiques et de trouver des solutions. Donc c'est des choses qui me semblent importantes là-dessus. Après, point de vigilance, point problématique. Alors il y a plein de choses positives, hein, dans tout ça, évidemment. L'idée, c'est que tout le monde travaille sur le même outil et voilà, le résultat est très satisfaisant, donc nous on en est très contents. Mais c'est simplement point de vigilance, point de problématique pour éviter d'aller parfois au clash. Point de vigilance, c'est des petits trucs, mais faites-y attention. L'obtention des conventions de formation auprès des directeurs, les directeurs sont toujours très très chargés. Et de l'autre côté, les éditeurs ont besoin d'un planning qui est fait très longtemps à l'avance. Donc on vous demande régulièrement, d'avoir des conventions de formation qui soient signées dans les dates, de façon à pouvoir respecter les plannings. Il faut être un peu insistant là-dessus, mais c'est important. Ça nécessite derrière une mobilisation des équipes.
Ne pas négliger les étapes d'avant-formation, hein, tout bêtement, que les sites soient préparés à recevoir les formateurs d'un point de vue technique. Avant la phase de déploiement du logiciel, ne surtout pas négliger, mais ça paraît évident, mais tant pis, j'enfonce une porte ouverte, de négliger la partie technique. C'est-à-dire que nous, on a fait le choix d'un outil SaaS, hein, donc qui n'est pas hébergé chez nous. Donc ça veut dire que évidemment, il faut une connexion Internet digne de ce nom. Ça ne sert à rien de déployer un logiciel si le matériel n'est pas là, si le réseau Wi-Fi n'est pas fonctionnel, si les connexions Internet ne sont pas avec des bandes passantes suffisamment importantes, et voire même redondées. Il ne faut pas oublier que cet outil est censé être accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. D'accord ? Point de vigilance, mais on en reparlera un petit peu rapidement dans les problématiques, ce sont les interfaces. Et point de vigilance également sur le démarrage du projet, bien identifier les limites entre les paramétrages qui vont être faits au groupe et éventuellement les libertés qui vont être laissées aux établissements. Trouver la limite de tout ça. On ne peut pas tout laisser faire en termes d'établissement sur le paramétrage et en même temps, on ne peut pas tout bloquer au niveau d'un choix stratégique de groupe. Il faut trouver le juste milieu et pour ça, le club utilisateur et l'équipe projet est importante. Point problématique qui peut réellement poser des problèmes, c'est lorsqu'on va sortir du cadre de vos établissements ou de votre association. Donc tout ce qui est interface. Bien être vigilant sur les interfaces avec les pharmacies, avec les labos. Là, vous allez travailler avec des prestataires externes qui n'ont pas forcément très envie de travailler sur les outils que vous allez mettre en place. Donc bien cadrer ça en amont. Hein, les interfaces pharmacie, lorsqu'il y a une PU externalisée en plus, nécessite quand même un travail important des pharmacies externes en termes de livret thérapeutique, en termes de changement, en termes de validation de prescription, en termes de dispensation, etc. Donc, il faut bien travailler avec eux. Régulièrement, revoir les paramétrages, puisqu'au fur et à mesure que les établissements vont être déployés, il va y avoir des ajustements à faire. Et point également sur lequel il faut être très vigilant, parce que dans la partie prescription du système, toutes les saisies et les modifications sont faites par évidemment les professionnels. Les professionnels ne sont souvent pas des professionnels salariés, ce sont des intervenants externes. Donc il faut arriver à amener les médecins traitants, alors à part les médecins co qui sont plus salariés dans le cas des EHPAD, mais les médecins traitants et à rentrer dans le projet, à y trouver un intérêt, à leur montrer que c'est simple et à les aider là-dessus. Hein, très important, si on n'embarque pas avec nous les professionnels externalisés, vous aurez beaucoup de difficultés à avoir un outil efficient. Bon voilà, quelques petits points à surveiller. Si tu peux juste, voilà, merci Lionel. Donc je vous ai mis, on ne va pas en parler dans le détail, on ne va pas avoir le temps, c'était juste histoire de vous dire, de vous mettre un petit rétro-planning type de ce que nous on a utilisé, hein, de voir les différentes phases en fait de déploiement de façon très opérationnelle, très concrète, hein, entre à quel moment il faut attaquer le déploiement de façon concrète et jusqu'à quand il faut le suivre. On parle juste du déploiement, évidemment il y a tout le suivi derrière, d'accord. Donc évidemment les premières étapes ça va être les reprises des données, à pas négliger, nous on les a fait en 2 étapes. Une première reprise avec des tests, puisque derrière, les professionnels de santé doivent être formés très en amont dessus. Et une deuxième reprise des données juste avant le démarrage. Évidemment, mise en place de toute la gestion de projet, bien en amont, avec le club utilisateur, l'équipe projet. Toute la partie logistique, toute la partie organisation et toute la partie formation. Donc ce sont les axes à surveiller, à cadencer, à faire attention en termes de cadencement, y compris, comme je disais tout à l'heure, les formations des personnels externalisés, donc je parle des médecins traitants de nouveau, qui doivent avoir nous on a opté sur une téléformation pour que ce soit plus souple avant, et on est sur plusieurs semaines avant le démarrage, de façon à ce qu'ils puissent commencer à travailler sur l'outil, à faire une reprise de saisie, à valider les prescriptions bien en amont le démarrage. Bon voilà, très rapidement, un petit peu un rétro-planning type qui est ce qu'il est, mais qui peut être adaptable. Voilà, bon, je ne vais pas prendre plus de temps parce qu'il en reste déjà plus beaucoup, mais voilà, on peut répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup Olivier.
Merci à vous 2. Donc effectivement, il va nous rester, 5, même si on déborde un petit peu, sur le temps prévu, il nous reste on va prendre le temps de répondre à vos questions, vous inquiétez pas. Voilà, donc c'est important de faire le lien aussi avec, ce qu'on vient de dire aujourd'hui sur le DUI, avec la session précédente au niveau du collectif, du midi du collectif, où on vous a présenté le programme, SMS numérique qui vient, financer un petit peu, tous ces projets-là, cette mise en place. On a vu qu'il y avait plusieurs étapes, en amont, pendant la mise en place et même après sur le suivi des différents acteurs, toute une méthodologie à suivre, et effectivement donc voilà, ça a des coûts bien entendu, il y a besoin de compétences, notamment techniques, qu'on n'a pas forcément. Donc le programme SMS numérique qu'on vous a présenté la fois dernière, vient permettre de financer, ces parties-là, en plus bien sûr de l'acquisition ou de la montée de version de votre logiciel de DUI. Voilà. On va passer aux questions. Je vois que dans le chat, il y a déjà quelques questions écrites. Pour les autres, les micros vont être réouverts, donc vous pourrez, actionner la main levée pour prendre la parole ou, poser vos questions par écrit, il y a pas de problème. Je vois une première question qui est: quelle est la durée légale de conservation des DUI? Je pense qu'on est sur, la conservation des données peut-être plutôt, des dossiers, des personnes. Donc je ne sais pas si vous êtes, ou pas en mesure de répondre à cette question? Alors sur la durée des conservations des données légales, donc c'est, à partir du moment où on a des données, de santé, c'est un petit peu le RGPD qui va le définir. C'est-à-dire que vous pouvez justifier d'une durée qui vous appartient, du moment que c'est justifiable en termes de RGPD. Donc les données légales, je crois que c'est au moins 10 ans, mais évidemment, des données vont pouvoir être gardées sur une beaucoup plus grande durée si, en termes de RGPD, vous expliquez pourquoi vous gardez ces données-là. Dans ce cas-là, il y a pas réellement de limite. Merci. Je vais faire une réponse de l'ANAF. Je vais vous mettre dans la conversation un lien vers la CNIL. Vous avez un résumé avec toutes les durées de conservation. Donc après, ça va dépendre aussi ce que disait monsieur, si vous avez des données médicales, des données de santé, vous allez appliquer ces éléments-là. Donc je vous envoie le lien. Peut-être que tout le monde y trouvera peut-être son compte en fonction des données qui sont conservées dans leur dossier. Merci. On avait une autre question: quand on est un établissement indépendant, peut-on et où doit-on le déployer seul ou être obligé de s'associer à d'autres établissements? Alors je vais vous laisser, répondre, éventuellement à cette question. Il y a plusieurs choses. Il y a la question du financement dont on parlait tout à l'heure, du programme SMS, numérique, qui a été présenté la dernière fois, pour lequel effectivement, pour pouvoir en bénéficier, il va falloir s'associer à d'autres établissements et constituer ce qu'on appelle une grappe d'une quinzaine d'établissements pour pouvoir y prétendre. Ça, c'est la partie financement. Mais après, on peut aussi y trouver son compte, en s'associant, en termes de logique et d'intérêt au niveau du projet. Donc je ne sais pas si vous voulez, intervenir là-dessus. Vous avez parlé tout à l'heure, Olivier, notamment des clubs d'utilisateurs, d'échanges, et cetera. Peut-être qu'effectivement, à déployer ou à travailler un projet à plusieurs, ça peut éventuellement avoir un intérêt. Alors en effet, comme tu disais Lionel, c'est s'il y a un besoin de financement, voilà, et qu'on rentre dans le cadre SMS numérique, voilà, il y a des choses légales à faire, dont une grappe d'au moins 15 établissements. Maintenant, rien ne vous empêche par contre de déployer, tout seul, un DUI si vous le souhaitez sur un mono, établissement. C'est peut-être en effet, si vous n'avez pas forcément l'expérience, la partie gestion de projet qui va être un petit peu plus compliquée, parce que vous n'allez peut-être pas avoir forcément les ressources pour. Et en effet, c'est là où les clubs SI, régionaux, interrégionaux, nationaux, peuvent avoir un intérêt parce qu'on y retrouve souvent des rétex et puis donc des choses qui peuvent guider et aider sur un déploiement quand on est tout seul à le gérer. Je n'ai rien à compléter. Non, mais il ne faut pas rester seul, ça c'est certain. Faire appel au collectif, là, ils sont là pour vous aider, pour répondre à vos questions. Donc non, c'est sûr qu'il faut mutualiser nos forces dans ce chemin.
Alors, il y avait une autre question sur l'appel à projet numérique. Est-ce qu'il permet le financement des ordinateurs, un moyen humain pour l'accompagnement? Donc, je vous invite à reprendre le replay du webinaire de la dernière fois, mais on va quand même répondre. Effectivement, vous pouvez, dès lors que vous êtes dans le cadre de l'appel à projet, qu'on considère comme un petit organisme gestionnaire, c'est-à-dire que vous gérez moins de 15 établissements, 15 numéros finesse, prétendre et demander du financement pour vos besoins en matériel, y compris en connexion, etc. Et pour ce qui concerne le financement en termes de moyens humains pour l'accompagnement, c'est justement tout l'intérêt, tout l'objet du programme ESMS numérique, c'est de vous permettre d'avoir une assistance et un accompagnement pour déployer le projet, enfin pour le préparer, le déployer, mais aussi pour accompagner un petit peu tout ce dont on a parlé, et Anne a bien insisté également là-dessus, le suivi derrière et l'implication des professionnels pour qu'il y ait un bon usage derrière du DUI. Parce qu'on peut le déployer avec ferveur et toutes les compétences possibles. Si les professionnels ne sont pas accompagnés et s'il n'est pas utilisé derrière, ça ne fonctionnera pas. Une autre question, on avait quelle différence entre DPI et DUI? Le DPI, c'est le dossier patient informatisé. Donc là, on est sur le sanitaire. Le DUI, c'est le dossier usager informatisé. Donc là, on est plutôt sur le médico-social. Fondamentalement, c'est le logiciel métier, mais les fonctionnalités sont un petit peu différentes. Mais on parle bien finalement d'un dossier sur lequel on va gérer des données de santé, sur lequel on va avoir des prescriptions, des dossiers de soins, des parties administratives, etc. Voilà, globalement, la dénomination est différente, mais on est à peu près sur les mêmes choses. Exactement. Donc vous verrez dans le chat, Priscilla du GCS Sarah vous a remis le lien vers le replay du dernier webinaire sur le programme ESMS numérique. Donc vous aurez plus d'informations sur les financements et sur son fonctionnement là-dedans. Voilà, on a un petit peu dépassé le temps, mais s'il y a encore des questions, on peut peut-être prendre encore 2-3 minutes pour y répondre. N'hésitez pas, que ce soit par écrit ou en levant la main pour ouvrir le micro. N'hésitez pas à intervenir. Juste du coup, avant de terminer, vous précisez donc que dans le support que vous aurez une présentation des différents outils de la NAP, donc d'aide et d'accompagnement qui peuvent être fournis par la NAP. Je ne sais pas, Anne, si tu veux en dire un petit mot juste avant Non, qu'on mais commence. je vous invite. Normalement, les liens sont cliquables, donc je vous invite. Alors, j'ai partagé des choses, j'ai essayé de répondre à des questions aussi avec des supports là, dans la conversation. N'hésitez pas à aller voir. Sur les slides suivants, on a fléché vraiment en fonction des publics que l'on veut toucher et de la thématique. Donc, on a vraiment 3 kits qu'on met en ce moment un peu à l'honneur. Vous avez les liens à l'intérieur, vous avez des éléments, des autodiagnostics, vous avez des pages d'argumentaire, vous avez un certain nombre d'outils que vous pouvez utiliser, resservir, enfin, n'hésitez surtout pas. Le dernier en date qui est sorti, c'est le kit RSI qui est en train d'être constitué. Donc celui-là, vous le connaissez, le kit de déploiement du DUI. On a juste fait une série de webinaires là, sur plusieurs des dimensions là, qui sont présentées. Je vous invite à cliquer, d'aller voir un petit peu tout ça et de faire l'autodiagnostic. Si vous avez des RSI pour faire un peu l'état des lieux et le niveau de gestion de votre projet, je vous invite vraiment à faire cet autodiagnostic qui est rattaché au kit RSI. C'est les derniers outils qui sont sortis, qui sont moins connus justement, puisque plus récents. Merci beaucoup. Et donc, comme toujours dans les présentations, vous retrouverez enfin les contacts au niveau du collectif et quelques liens sur des ressources à votre disposition que vous pourrez aller consulter. S'il n'y a pas d'autres... Ah si, je vois une nouvelle question, pardon. C'est cet outil plutôt dédié EHPAD, quelle pertinence pour les résidences autonomie? Donc quand on parle du DUI. Alors, si vous parlez de l'outil moi que je vous ai présenté, qui était NetSoin de Teranga, je sais qu'il y a un module qui s'appelle NetVie, qui est plus dédié sur les foyers, les résidences autonomie. Après, il ne faut pas hésiter à
à demander au collectif ESSI la liste des éditeurs référencés pour tel ou tel domaine, parce qu'il en existe quand même un certain nombre qui petit à petit se font référencer en termes de Ségur ou de SMS numérique, donc qui vous permettent d'aller vers des éditeurs sur lesquels vous n'avez pas trop de doutes ou de risques, parce que les fonctionnalités nécessaires à votre mode de fonctionnement seront dans l'application. Merci beaucoup. Bien. Eh ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter un bon appétit, à remercier nos intervenants du jour. Merci beaucoup. Merci. Ah, j'ai Si. loupé. Ah, Merci. merci. Ah, Merci. il y avait il y avait une main levée, non? Non. Bon. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci, au Et à revoir. bientôt.